Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Comment m'habillerais-je ? Cette question, on se la pose tous les matins. Et elle était déjà d'actualité sur la Révolution française, à une période charnière de notre histoire, où l'égalité et la liberté sont érigées en nouveaux fondements de la société. Reprenant le titre d'un chroniqueur de l'époque, le musée de la Révolution française à Visil se la pose également, dans sa nouvelle exposition temporaire qui ouvrira le 28 juin. Son directeur Alain Chevalier nous la dévoile, en avant-première. Bonjour Alain Chevalier. L'habit sous la Révolution française ne se résume pas aux sans-culottes et aux bonnets phrygiens. Les clichés que l'on a sur le vêtement de cette époque, c'est que tout le monde était en charlotte avec des cocardes, en sans-culotte, ou alors en incroyable ou en merveilleuse. Il y avait une réalité, effectivement, il y a eu ces vêtements-là qui sont très médiatisés, mais l'habillement n'était pas du tout celui pour tout le monde et pour tous les jours. Il n'y avait pas ce type d'habillement qui est beaucoup plus complexe. En fait, les gens pouvaient s'habiller comme ils voulaient. À part effectivement la question du port du vêtement religieux, puisque les congrégations religieuses avaient été abolies. Il y avait une déchristianisation, donc il était impossible de porter des vêtements religieux en extérieur, dans la rue. Tout le monde portait des costumes civils. Mais ce qu'on a voulu aussi à un moment, c'était interroger, est-ce qu'il fallait que les Français portent un costume en rapport avec la Nouvelle République, c'est-à-dire de porter des signes distinctifs comme la cocarde. Est-ce que c'était une obligation ? Alors, ce le fut pendant un temps, mais il y avait quand même une certaine liberté. En tout cas, c'est un accessoire qui a été porté comme une revendication politique, mais aussi sur laquelle il y a eu beaucoup d'opposition. En fait, les gens ne voulaient pas qu'on leur impose une toilette particulière. En revanche, ce qui s'est passé principalement, c'est qu'on ne reconnaissait plus qui était une bourgeoise, qui était une fille de la halle. Tout le monde essayait de s'habiller de la même manière, qui était une manière simple. Alors évidemment, il fallait regarder la qualité du tissu, mais sinon, il y avait une liberté des corps qui était réclamée surtout par les femmes. Mais cette émancipation, elle s'était passée déjà dans la période pré-révolutionnaire. Les mouvements de mode ne sont pas sur un simple événement. Avant la période révolutionnaire, était arrivée la mode de la robe à l'anglaise, qui, contrairement à la robe à la française, était moins contraignante et permettait au corps des femmes d'évoluer plus facilement et de porter des fichus, des châles qui étaient vraiment venus de la mode outre-Manche, comme quoi la mode française était plutôt une mode qui venait de l'étranger. Et d'ailleurs, la grande mode sous le Directoire ou autour de 1800, c'était de porter les fameuses mousselines des Indes qui étaient fabriquées en Inde et importées par les Britanniques. Et donc, Bonaparte, futur empereur Napoléon, était franchement opposé à ce type de vêtements. Il en arrivait même à déchirer les robes de ses sœurs et belles-sœurs quand il les voyait avec des robes venant de l'étranger. Et les hommes alors ? Pour les hommes, on reste très attaché à la culotte, hein, la culotte qui est une sorte, on dirait un knicker aujourd'hui, ou avec gilet, veste. La rayure est énormément à la mode pendant les années révolutionnaires et cette mode, elle est portée par des journaux de mode, le journal des dames. Après, il y a une telle liberté que finalement, parfois, on voit des toilettes qui s'appellent toilettes à la Constitution, toilettes à la fête de l'être suprême. Il y a aussi tout le côté antiquisant.
On porte très volontiers des robes avec des drapés, des amples manteaux qui imitent les tenues à l'antique que l'on peut voir sur les statues qui sont rassemblées au musée du Louvre, qui ouvre en 1793, ou dans les tableaux que l'on peut voir dans différents lieux. Alors les gens du peuple, eux, s'habillent comme ils se sont toujours habillés, avant et après, c'est-à-dire pauvrement, et on n'a pas gardé beaucoup de témoignages de ces habits, si ce n'est à travers la gravure, mais on n'a pas gardé les fameuses carmagnoles. Celles qui sont conservées sont en général des reconstitutions du 19e siècle. Alors on peut peut-être préciser que cette exposition temporaire a été montée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, le département des estampes et de la photographie. Il y aura donc des estampes, mais aussi quelques vêtements d'époque, je crois, qui seront présentés. Bien sûr, il y a les estampes, les prêts de cette grande institution, une partie des collections du musée, surtout des peintures qui seront exposées, dont nous allons parler un petit peu plus tard, et des musées de la région, le musée de la chaussure à Romans, le musée de Bourgoin-Jallieu, mais aussi le musée des tissus de Lyon, qui nous prêteront des tenues de la première partie du début de la Révolution française et puis plutôt de la fin, autour de 1800, après la période directoriale. Bon, nous allons maintenant nous diriger vers les salles du musée pour voir quelques-uns des tableaux de la collection permanente qui vont ouvrir cette exposition. Nous vous suivons. L'exposition Comment m'habillerais-je commence par 3 tableaux des collections du musée qui vont symboliser l'état de la façon de s'habiller au tout début de la Révolution, c'est-à-dire vers 1789. Nous sommes devant un tableau d'un artiste qui s'appelle Robin et qui représente un personnage, un grand orateur, Lally Tollendal. Un homme déterminé et en pleine action, tenant une plume et un papier d'une main et dévoilant un buste d'une autre. L'histoire est un peu complexe, mais nous sommes là pour uniquement voir comment il est habillé. Alors Lally Tollendal, c'est un orateur, mais c'est un orateur qui est un aristocrate et qui va être député de l'aristocratie de Paris pour les États généraux de 1789. Il porte un habit qui est moitié aristocratique et qui montre aussi sa liberté de ton parce qu'il a un côté un peu débraillé. Il n'a pas de foulard et sa chemise est largement ouverte, comme on représentera par la suite des personnages comme Danton, par exemple. On voit aussi que le gilet qu'il porte est en partie déboutonné. C'est un beau gilet en soie jaune et blanche en grandes bandes alternées, avec une rangée de doubles boutons. Et sa veste qui est bleue, et largement ouverte aussi, qui accompagne son mouvement. Il montre une liberté d'attitude qui est tout à fait caractéristique de cette période où finalement tout le monde essaye de trouver une autre position, une autre démarche par rapport à son état. Si vous voulez, la fin de l'Ancien Régime se caractérise toujours par une organisation de la société en 3 ordres: la noblesse, le clergé et le tiers-état. On ne parlera pas du clergé, on connaît bien les tenues vestimentaires qui n'ont pas beaucoup évolué, mais le côté une aristocratie qui finalement essaye de rejoindre dans sa tenue vestimentaire la tenue des bourgeois, la tenue des hommes distingués quand même du tiers-état, est tout à fait remarquable dans ce tableau. Un tableau qui va accompagner le premier tableau de Robin est un tableau peint par un artiste d'Arras qui s'appelle Doncre et qui représente un officier de justice au milieu de sa famille, dans son intérieur.
Nous sommes un petit peu après 89, mais on voit bien dans la tenue de cette famille, qui est une famille bourgeoise, hein, nous sommes chez un juge, qui est le père de famille, qui est debout, d'une manière certainement autoritaire, entouré de sa femme assise et de tous les enfants. Lui est vraiment dans sa tenue de juge au tribunal révolutionnaire d'Arras, portant un insigne en sautoir avec une écharpe tricolore autour du cou. On voit son chapeau en bicorne emplumé avec une cocarde dessus, donc il présente bien les insignes de sa fonction, de sa nouvelle fonction républicaine. Mais auparavant, c'était un homme de robe, c'est-à-dire toujours un homme de loi, qui avait des tendances aristocratiques, puisqu'on voit à l'arrière un placard dans lequel figurent ces blasons aristocratiques, qui étaient un blason non pas de noblesse d'épée, mais de noblesse de robe, et puis son habit de parlementaire avec même son bonnet, un bonnet noir avec un pompon. Donc on voit très bien que la Révolution aussi, pour les officiers de l'état civil, fait changer les costumes et qu'il y a en même temps, dans ce tableau on le voit bien, une permanence, c'est le même personnel qui était là sous l'Ancien Régime qui va servir le nouveau régime, d'abord la monarchie constitutionnelle, puis la République française. On voit bien aussi le côté très austère à travers ce costume de fonction, le côté noir, et puis très peu d'éléments décoratifs à part son insigne et ses chaussures à boucles d'argent. Un costume d'ailleurs que portaient les députés du tiers-état aux États généraux, qui était leur costume officiel, alors que les aristocrates pouvaient s'habiller comme ils voulaient, avec leurs beaux habits. Les gens du tiers-état étaient uniformisés dans un costume noir. Une des œuvres les plus emblématiques du musée, c'est un double portrait de gens du peuple. Et nous sommes là en 1791 avec un tableau d'Escarsin. Jusqu'avant la Révolution, on représentait toujours les hommes et les femmes du peuple sous des traits indifférenciés. Alors qu'à partir de la période révolutionnaire, on commence à représenter les gens pour ce qu'ils sont, des gens qui sont identifiés, qui ont un nom. Et là, ces deux personnages, ils sont centenaires, ce qui est complètement extraordinaire. Et ils s'appellent René d'Augereau et Perrine Trouillard. On voit un couple, c'est-à-dire un vrai couple fusionnel, se tenant les mains dans un geste très, très amoureux, mais on voit deux costumes différents. Ce n'est pas vraiment un costume civil pour lui, puisqu'il porte une tenue qui semble être militaire. C'est une veste et un bicorne de membre de la garde nationale dont il est le doyen dans sa ville, c'est-à-dire Nantes, et à côté de sa femme, elle, qui porte un habit de ménagère, une robe dans des tissus un peu lourds, avec un tablier qui est fixé à son chemisier par une épingle. Elle porte une coiffe traditionnelle, pas du tout un bonnet ou une charlotte si vous préférez, une coiffe un petit peu qui fait penser à une coiffe de religieuse, mais qui était une coiffe populaire. Donc il y a un contraste entre ces deux figures, l'homme qui marque son engagement dans la Révolution française et elle qui exprime bien toute la vie des femmes, la vie des ménagères de l'époque de la fin du XVIIIe siècle et qui n'a pas beaucoup changé depuis des décennies et qui ne changera pas beaucoup non plus au début du XIXe siècle. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Merci beaucoup pour cette présentation. On pourrait passer des heures à observer tous les détails vestimentaires dans ces tableaux. Au-delà de l'exposition temporaire qui s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle Déshabillez-nous, rappelons aussi que le musée célèbre cette année ses 40 ans avec de nombreuses festivités. Justement, nous sommes ici devant l'une des œuvres qui a été créée pour l'occasion, en haut de l'escalier de la Constitution. Pouvez-vous nous la décrire ?
pour les 40 ans du musée, le département a confié à un artiste de Saint-Étienne, Philippe Favier, de réaliser une œuvre dans un endroit très particulier du musée, qui est une grande baie vitrée qui donne sur le puits de lumière de la partie moderne, qui marque l'entrée, le premier parcours du musée, qui a été inauguré en 1988. Ce qui avait été prévu sur cette baie de lumière n'avait jamais été réalisé, et il était temps de réaliser une œuvre significative. C'est une gravure sur verre, une grande allégorie avec toute l'imagination de cet artiste qui reprend des éléments iconographiques de la période révolutionnaire, avec beaucoup de fantaisie, d'élégance, d'objets et de formes cachés qui sont livrés à la libre interprétation. Alors c'est une œuvre qui se voit en transparence avec la lumière du jour, et qui a été réalisée comme on réalisait au XVIIIe siècle des estampes. La paroi de verre a été recouverte d'un vernis. Le vernis a été dessiné et ensuite passé à l'acide. Ensuite, ce qui restait de vernis a été retiré et apparaît du coup cette composition assez extraordinaire. Donc elle concerne la grande baie vitrée en haut de l'escalier de la Constitution et aussi une baie vitrée plus petite à la sortie de la salle de la République. Merci beaucoup Alain Chevalier. Avant de nous quitter, selon la tradition, nous vous demanderons maintenant de nous dévoiler quel est votre belvédère en Isère. Si je dois parler d'un belvédère dans le département de l'Isère, c'est vraiment l'endroit où je suis venu pour la première fois en Isère au tout début des années 1980, et c'est le musée de Grenoble. J'étais venu pour voir les collections extraordinaires de ce lieu qui n'avait pas encore été transformé comme il l'a été depuis dans un nouveau bâtiment. Donc c'était place de Verdun, et découvrir toutes ces collections magnifiques, c'est vraiment le lieu exceptionnel du département de l'Isère, même si ce n'est pas un lieu du département, mais c'est un lieu qui, en tout cas, qui est aidé par le département de l'Isère, tant son rayonnement est grand. Voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé et pour ne manquer aucun épisode, nous vous invitons à nous suivre sur le site isarmac.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger, avec Annick Berlioz à la prise de son, Émilie Vadel du studio Scadi & Co pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Et nous vous disons à très bientôt.